19 janvier 2015. Vous verrez. Et puis écoutez, San Pedro, ancien capitaine de la Côte d'Ivoire, comme si San Pedro a été capitaine de la Côte d'Ivoire. Mais un enfant qui écoute ça, il va avoir 0 en classe. Mais c'est pour tout ça qu'on revient à On garde le contact. Nous allons continuer tout ça. Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. Si vous nous suivez entre midi et 2, vous suivez l'émission directe. Et si vous nous suivez après 23 heures, vous suivez la seconde diffusion d'une émission qui a eu lieu dans la mi-journée, 22 42 54. Vous précéderez ce numéro du plus 225 si vous nous appelez de l'étranger et facebook.com/on garde les contacts pour vos réactions. Déjà, merci à vous tous. Vous êtes nombreux à réagir. Les jeunes sont vraiment aux aguets et ils sont vraiment actifs. Et on espère qu'il s'agit d'une génération d'afro-optimistes. Voilà. Seydina Chérif Ahmed, vous voulez d'abord souligner de deux traits une notion que je viens d'évoquer ici. Vous trouvez que l'administration coloniale n'est jamais partie? Oui. Vous êtes seul à le penser ou... Non, je ne suis pas seul à le penser. Dr Gabriel ou Diop peut-être... encore mais ce que je dis, l'administration coloniale en Afrique continue toujours. Parce que depuis les indépendances, nos chefs d'État qui ont eu le courage de faire la rupture sont rares. Mais il ne faut pas rompre. Ils sont rares. Non, il faut rompre pour des non, raisons. Il faut être courageux. Il faut être courageux. Quand on veut gouverner des peuples, il faut être courageux. Voilà. Il faut qu'il y ait la rupture entre l'administration coloniale qui continue jusqu'au jour d'aujourd'hui et nos réalités et nos valeurs traditionnelles. Il faut puisque avant d'être en contact, ils se sont appuyés sur appuyés sur les chefs traditionnels de l'époque pour mettre en place cette administration. Donc je veux dire, cette administration ne nous est pas forcément étrangère, non, Seydina. Non, si, parce que vous voyez cette administration. Gabriel n'est pas déjà d'accord avec moi. Vous voyez, quand on veut mettre un peuple en esclavage, on désorganise ce peuple. Alors, donc, quand ils sont venus, ils ont vu qu'il faut désorganiser le peuple en humiliant celui même qui est le garant de l'organisation du peuple, qui étaient nos chefs d'État. Parce que moi, je ne dis pas chefs traditionnels, nos chefs d'État. Parce que si on avait des chefs d'État, on avait des ministres, on avait des gouverneurs, on avait des chefs militaires, on avait des maires, on avait des députés. Toute cette organisation a été détruite. Alors, maintenant, quand ça a été détruit, une organisation a été mise en place, qui est une organisation étrangère, qui continue jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je veux dire, vous êtes du même avis que l'auteur de mon texte, qui choisit la modernisation comme la raison de la dislocation du pouvoir de la chefferie traditionnelle. Il dit ceci, derrière ce discours de modernisation se dessinait une volonté de transformer profondément l'institution pour mieux la contrôler. La modernisation commençait par les règles concernant la nomination et la révocation des chefs. Un arrêté du 15 septembre 1981 les modifie considérablement en décidant que les chefs seront désormais désignés par une autorité administrative. Déjà, le jeu a commencé à être troublé ici par cette nomination d'un chef depuis la capitale. Il y a un moment qui me gêne, et pas de modernisation. Pour moi, c'est plutôt aliénation. Parce que modernisation, ça ne veut pas dire que ce que nous avons ici n'est pas bien. Ils nous ont aliénés, c'est-à-dire qu'ils nous ont imposé un système. Et ce système-là, c'est ce qui nous suit jusqu'au jour. C'est pour ça que je parle de rupture. Il faut qu'il y ait une rupture. Gabriel, quelque chose à sa suite où on répondra à la question du jour. Qu'est-ce qui a provoqué, qu'est-ce qui a plombé le pouvoir de la chefferie traditionnelle? Ou est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à la suite de ce que vient de dire Seydina? Bon, je vais prendre la question par là-haut. Qu'est-ce qui a plombé le pouvoir de la chefferie traditionnelle? Je pense que ce qui plombe le pouvoir de la chefferie traditionnelle se trouve même dans la dénomination, c'est-à-dire la naissance même du rôle du chef traditionnel. Il y a une antinomie entre le chef vu par sa communauté et le chef dit traditionnel placé par l'administration coloniale. Aujourd'hui, avec la succession de l'administration, disons l'administration dite indépendante chez nous. Alors, il faut dire que tout peuple qui vit, toute espèce vivante, que ce soit les animaux, les arbres, les hommes et tout ça, il y a une organisation qui est innée, une organisation biologique. Ce que Seydina n'a pas dit, et je le dis, c'est qu'avant l'arrivée des colons, chaque groupe ou chaque communauté humaine avait sa constitution biologique. Il y a un chef,
il a des gens avec lesquels il dirige. Quand quelqu'un a commis une faute, il y a des lois qui s'appliquent, donc il y a des lois biologiques. Mais quand les colons sont venus, les peuples étaient tellement soumis à ces chefs-là qu'ils n'arrivaient pas à les contrôler. D'ailleurs, à un moment donné, on a institué la déportation systématique des chefs qui étaient soudés totalement avec leur peuple. Il fallait donc déstabiliser la société. Par conséquent, il fallait commencer par le haut. Donc on a commencé, comme vous le disiez tout à l'heure, par nommer des chefs qui rentraient dans la volonté du colon. Et on lui donnait tous les pouvoirs militaires. Parce que quand il signalait au commandant du cercle qu'il y avait un problème, on lui envoyait ce qu'on appelle les gardes locaux chez nous. Et puis bon, on matait le peuple. Et il fallait que le peuple soit soumis. C'est cette chefferie-là qui a continué jusqu'à aujourd'hui. Donc, la fonction de chef culturel, élu avec les lois de la communauté, a été dévoyée. Aujourd'hui, quand on parle des chefs traditionnels, on ne parle plus du même chef que se donnaient les peuples que les colons ont trouvé en Afrique. Alors, donc, depuis l'annonce des privilèges par rapport aux chefs ici en Côte d'Ivoire, les remous, je veux dire, les remous qu'il y a s'expliquent alors. Parce que tel que Gabriel le dit, on a une lignée de chefs pro-colons, c'est ça. Et aujourd'hui, peut-être que ceux qui légitimement doivent avoir accès au trône, vraiment se réclament. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Et c'est vrai, il y a eu les failles de la colonisation, mais après, on est indépendant depuis 60 ans. La responsabilité, on doit la partager. Notre administration, peut-être, a voulu continuer dans ce jeu-là, mais en même temps, ce n'est pas tous les peuples, c'est pas dans tous les peuples que l'administration nomme des chefs. Aujourd'hui, il y a des zones où les chefs, c'est par lignée. Et ils invitent l'administration, par exemple, à venir assister à l'intronisation du chef. Lesquels, par exemple? Par exemple, quand tu prends chez les Dans, ce n'est pas l'administration qui dit que tu es chef canton ou bien tu es chef de terre. C'est par rapport aux règles qui se passent dans leur zone, ils nomment un chef. Même quand tu vas chez les Akans, les rois Akans, vous n'allez pas me dire que c'est l'administration qui les intronise. Il est choisi par la tradition et puis après on invite l'administration à venir participer. Maintenant le problème se trouve dans la gestion, dans la gestion politique même de la nation. À partir du moment où un chef est nommé, l'administration essaie maintenant de coopter le chef. C'est pourquoi un chef, moi je pense, un chef ne doit pas, par exemple, déclarer sa position politique ouvertement. Ça fragilise lui-même son pouvoir. Ça décrédibilise la chefferie. Oui, et puis ça amène, on a vu ça pendant la crise, ça amène un groupe de jeunes à battre leur chef. Et ça, c'est inadmissible. Et ça s'est passé ici. En aucun moment, l'État a réagi. Donc, ça arrangeait tout le monde que les chefs perdent le pouvoir. Aujourd'hui, on décide de redonner le pouvoir au chef. Mais à quel prix? Non, à quel prix? On ne parle pas de la même chose. Diop et nous, on ne parle pas de la même chose. Moi, je pense que Diop dit, il ne faut pas qu'on prenne des épiphénomènes. C'est-à-dire, quand il prend l'exemple du Dan, quand il prend l'exemple des Akans, mais combien sont-elles, les communautés qui font l'Afrique? C'est de ça qu'il s'agit. Oui, mais c'est de ça qu'il s'agit. Je personne aujourd'hui, l'administration ne nomme un chef. À l'encontre de ce qu'il dit, je vais lui donner l'exemple du peuple malinké. Aujourd'hui, toutes les castes, elles ont perdu leur pouvoir. Aujourd'hui, c'est pas moi, je constate simplement que le griot, il n'a plus sa valeur, le forgeron, il n'a plus de valeur, le chef même qui chapeautait tout ça, il n'a plus de valeur. L'administration coloniale a établi des lois. Il faut qu'on ait le courage de dire que ces lois n'ont pas changé. Je ne dis pas que c'est le colon qui est responsable de ce que nous vivons. Je ne dis pas que c'est le colon qui est responsable de ce que nous vivons. Nous constatons simplement que nous sommes dans la continuité de la colonisation. On n'a pas dit que ça, ce qu'on dit, c'est à la charge du colon. Le colon est parti il y a plus de 50 ans. Nous faisons quoi? C'est l'interrogation qu'on pose. Il était en ligne depuis la commune de Cocody, M. Arthur. Il était au 22 42 54. Il est malheureusement parti. On espère qu'on pourra rentrer en contact encore une fois
avec l'extérieur via le téléphone. Mais en attendant, permettez-nous de vous amener au Burkina Faso. Là-bas, le Moronaba a une réputation que tout le monde sait. Là-bas, la chefferie a encore une emprise ou encore une assise. On y va ensuite. Cet élément et tout à l'heure, on en parle. La chefferie coutumière burkinabé doit être institutionnalisée. C'est ce qui ressort de l'ouvrage « Démocratie et chefocratie ou la quête d'une gouvernance apaisée au Faso ». Un essai du professeur Albert Ouedraogo de l'Université de Ouagadougou. Cet ouvrage souligne la nécessité de l'impartialité politique de la chefferie traditionnelle au Burkina Faso. Pour l'auteur, il est temps que ces acteurs coutumiers quittent l'arène politique pour se consacrer à la cohésion des peuples. Le sens même de notre ouvrage, c'est d'amener à désarmer les chefs par rapport à leur adhésion dans les partis politiques, puisque les chefs, par essence, ne doivent pas être dans tout ce qui est partisan, aussi bien sur le plan politique que sur le plan religieux. Les chefs doivent être au-dessus de la mêlée pour continuer à être des rassembleurs, pour être toujours ceux vers lesquels on peut recourir en cas de crise. Pour le professeur, l'exemple des pays comme le Ghana, le Nigeria, le Niger ou encore le Cameroun où la chefferie est inscrite dans les institutions doit faire école. Aussi, l'auteur propose que le président élu du pays prête serment devant les ancêtres, des propositions selon lui qui visent à renforcer la démocratie. Moi j'ai trouvé le titre de l'ouvrage paradoxal, si vous voulez. Comment concilier la démocratie qui est d'essence populaire et la chefferie qui est d'essence élitiste. À la lumière évidemment de son étude, on voit que l'on peut concilier de façon provisoire, je l'ai dit, les deux tendances, et je pense que c'est en ce sens que la proposition d'une chambre des chefs peut, de façon ponctuelle, résoudre l'antagonisme que nous observons actuellement. La dernière constitution de 2012 du Burkina Faso a intégré la chefferie coutumière. Une constitutionnalisation qui pose aussi le problème des choix des chefs dans un pays où sa désignation a souvent suscité des conflits dans certains villages. Notons aussi qu'en Côte d'Ivoire, l'Assemblée nationale a adopté un statut pour la chefferie. Très bien. Et ce statut pour la chefferie, on en a parlé ici hier et on en parle aujourd'hui. Encore, bien avant de passer la parole aux invités sur ce plateau, il est en ligne, M. Doumbia Karim. Il est au 22 42 54. M. Doumbia, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous sur On Garde le Contact. Le sujet vous intéresse, mais le fait que les chefs traditionnels, les chefs de canton, de village, de province aient désormais droit à certains privilèges, ce n'est pas sans conséquence dans le pays profond. Il y a une course au trône aujourd'hui qui s'est faite. Je vous entends très mal. Vous entendez mal. Alors, on vous écoute alors par rapport au sujet de la chefferie traditionnelle sur le continent africain ou sur le plan local, M. Doumbia. Bon, par rapport à la chefferie traditionnelle, je me réjouis du fait que les gouvernants aient pu se saisir de ce dossier. Comme les chefs l'ont dit, il y a eu l'arrêté de 1934. Nous, par exemple, nous sommes de la famille du chef du canton, résident à Tienko, chef-lieu des cantons. Nous sommes dans le nord. Bon, c'est Tienko, le canton Bordeaux. D'accord. À Oudjene, à Tienko, voilà. Allô? Alors, on vous laisse poursuivre, on vous écoute. Oui, donc, comme je le disais, depuis que l'État a pris les décisions et les lois ont été votées à l'Assemblée nationale, les gens, il y a eu beaucoup de remous. Je ne sais pas si c'est l'intérêt financier, mais à ce jour, chez nous, là, il y a un véritable problème là-bas. Il y a un groupe qui pense qu'ils doivent contrôler le chef de canton et il faut délocaliser. Bon, nous disons que le chef de chez nous est de Tienko. Mais malheureusement, il y a certaines voix qui se lèvent pour dire de délocaliser le chef
pour des besoins politiques ou personnels. Donc vraiment, il faut que l'État continue, l'État s'implique encore pour repositionner les choses. Sinon, il y a péril dans la demeure. Surtout à Tienko. Merci beaucoup. C'était le cas de Tienko, c'est dans le Bodougou et c'est dans le département d'Odiene. Merci beaucoup, M. Doumbia. Et je pense qu'il y a du travail à faire à la base. Tout à l'heure, vous avez pris des notes, on va détailler. Diop. C'est vrai, la décision, elle est bonne. Ça devait normalement faire bouger les choses dans le bon sens, mais ça produit quelques effets. Il se pose la question tout à l'heure, est-ce qu'il s'agit de la part du gain? Oui, je crois que cette décision est en train de créer plus de problèmes que de solutions. Non, il faut que l'État... Non. À l'échelle du pays, non, je veux dire dans certaines localités peut-être, mais c'est une décision qui a été saluée, qui est toujours saluée. Oui, on sait que c'est une bonne décision. Et sur ce plateau, depuis 2013, on en a parlé. On a dit qu'il faut repositionner les chefs, il faut les enlever des griffes des politiciens. Parce que si les chefs ont un salaire, ils ne seront plus en dessous des politiques. Ils auront quand même une petite indépendance financière. Bon, aujourd'hui, si cette bonne résolution devient pour les politiques une stratégie de repositionnement, il faut enlever les chefs et mettre les chefs qui sont favorables à leurs idéaux, et il y a problème. Je pense qu'on doit interpeller l'Assemblée nationale là-dessus pour leur dire... Est-ce que ce sont les politiciens seulement qui sont... La plupart. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Il ne faut pas toujours lancer la flèche aussi aux politiciens. Non. Aussi, parce que vous savez... Pour une fois. Oui, parce que quand il y a question d'argent, quand il y a question de ventre, on ne reconnaît pas souvent les personnes. Si vous comprenez. Parce qu'on peut vouloir voter des lois pour que les choses puissent s'arranger. Maintenant, puisque des lois sont faites pour des hommes, mais ces hommes-là, comment ils reçoivent la loi qui est proposée? Ou bien, quel est l'objectif qui est derrière cette loi? C'est pour ça que moi, je me dis qu'il faut réhabiliter réellement les chefs. Alors, si on veut réhabiliter les chefs, ça veut dire, si je prends le cas de la Côte d'Ivoire, si on veut franchement réhabiliter les chefs, ça veut dire qu'on va maintenant essayer dans un État fédéral. Bon, d'accord. Non, je viens. Je peux m'expliquer. Oui, excusez. Comme l'élément le dit, il faut sortir la chefferie traditionnelle de l'arène de la politique. Ça, c'est un vœu de l'élément. Et l'autre intervenant dans l'élément concernant le Burkina Faso trouve pas clair de comparer la démocratie à la chefferie. La démocratie étant d'essence populaire, la chefferie étant d'essence élitiste. Gabriel, a-t-il raison, oui ou non, ce dernier-là? Mais il a tout à fait raison. Et je pense que ce qu'il a dit rejoint parfaitement notre dernier intervenant au téléphone là. Il a parlé de chef de canton. De canton à Tienko. Lui, on a voulu... les gens veulent délocaliser disons, le siège de la chefferie cantonale. Mais quand c'est là que se trouve tout le problème. Vous savez, nos grands-parents n'ont pas connu... En tout cas, dans ma région, les chefs, c'était plutôt par caste, comme dans la région malinké, le chef des artistes, le chef de ceux qui savent bien parler, le chef des chasseurs, etc. Et puis, il y a quelqu'un qui fédérait. Quand les colons sont venus, ils ont nommé des chefs de village. On dit, toi, tu es chef de village. Et tout, on dit, toi, tu es chef de canton. Mais aujourd'hui, est-ce que le siège du chef de la chefferie cantonale, est-ce que c'est un siège fixe ou c'est un siège qui doit aller avec avec le nouveau chef de canton qui est choisi? Les critères qui président au choix du chef de canton, est-ce que ce sont des critères de monarchie ou des critères de démocratie? Ça, c'est des choses qu'il faut éclaircir. Moi, je pense qu'il faut avoir le courage de dire que chez nous, en Afrique, il y avait certainement des responsables de communauté. L'idée de chef, en tant que vu comme auxiliaire de l'administration, n'existait pas. C'est une nouvelle démarche dans laquelle on a été introduit par les colons. Maintenant que les colons sont partis, il faut que nous ayons le courage de regarder cette démarche-là pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a des ajouts qu'il faut faire, il y a des retraits qu'il faut faire. C'est à seule condition que le rôle du chef de village ou le rôle du chef de canton aura un contenu. D'accord, nous n'avons que 3 minutes. Monsieur Flan est au téléphone. On a Flan, on a les internautes et on aura Seydina. D'accord. Monsieur Flan est au 22 42 54. Flan, bonjour.
Oui, bonjour. Malheureusement, on vous entend faiblement. Ok, ouais, bon, en fait, j'aimerais intervenir sur le sujet. Très bien, on vous écoute maintenant. Monsieur Flan, on vous perçoit. Ok, bon, en fait, concernant le sujet du jour, vous avez parlé de la plomberie de la chefferie traditionnelle. Bon, moi, j'accorde quelque part, je donne raison à l'autre Diouf. Diop, Ismaël Diop plutôt, ouais, Diop. Diop a raison parce que moi, pour moi, la chefferie traditionnelle originaire en Côte d'Ivoire n'est plus trop crédible. Là, je m'explique. Parce que lorsque le président qui était là, lorsqu'il y avait des tentations politiques, on avait, lorsque les femmes intervenaient, les jeunes intervenaient, les chefs traditionnels montaient au créneau. Vous dites oui, ce qui est en train de se passer, c'est pas bon, on est du côté de Babo, alors qu'ils sont là. Et après, on a constaté lorsqu'il est parti, l'autre est venu aujourd'hui, les mêmes chefs traditionnels montent au créneau pour aller même juste décorer le représentant du secrétaire général de l'ONU qui était là, je ne vais pas du choix, lui dit que oui, c'est lui qui a dit la vérité, on était dans l'autre, de l'autre à côté. Si les chefs traditionnels sont politisés aujourd'hui, en fait, on ne sait plus à qui croire. Ceux qui sont garants de la tradition, s'ils ne sont plus crédibles, vous voulez qu'on fasse quoi? Voilà pourquoi je donne un peu quand même raison à Diop qui dit lorsque la chefferie traditionnelle est tellement politisée aujourd'hui, on ne sait plus. Là, il dit, même qu'il donne son appartenance politique ou pas. D'accord. En fait, s'il n'est pas crédible vis-à-vis de ce qu'il lui-même fait, vous voulez qu'on fasse quoi? D'accord. Il s'agit de l'avis du binôme Gabriel Seydina. Moi, je n'ai pas dit que les chefs ne sont pas crédibles. Je dis il faut pas enlever les chefs qui sont là déjà parce qu'il y a des histoires d'intérêt derrière. Et il ne faut pas que les chefs soient des marionnettes politiques. Quand Seydina me dit, ce n'est pas forcément des politiciens, je ne sais pas pour quel intérêt. Non, tu dis que ce n'est pas forcément les politiciens qu'il faut accuser, mais je ne sais pas quel intérêt quelqu'un aura de manipuler des gens pour enlever les chefs. Je n'ai pas dit que ce n'est pas les politiciens seulement qui manipulent. Il faut qu'on ait le courage. Ce n'est pas les politiciens seulement qui manipulent. Parce que si aujourd'hui, tout le monde veut être dans la famille du chef du village. Tout le monde veut être dans la famille. Donc il y a des intérêts qui sont. Quand il y a intérêt. Il ne faut pas toujours taper sur le politicien. C'est une première sur ce plan. C'est eux qui ont créé plus de problèmes dans cette histoire que n'importe qui. Ce que je voulais dire, Mohamed, si vous me permettez. Si vous dites. Bon, d'accord, on vous écoute là, on laissera Internet alors. Bon, ok, non, allez-y. Fatou, permettez-nous de prendre un ou deux intervenants sur Internet et tout à l'heure, Seydina aura l'occasion de conclure. À l'instar de M. Banassi Ouattara qui nous donne son expérience, il nous dit d'abord il faut reconnaître que les gens refusent aujourd'hui d'aller au village pour plusieurs raisons. Cela était mon cas, mais après avoir compris que mes parents n'arrivent pas à m'expliquer ma culture, moi-même j'ai décidé de partir au village et j'ai croisé beaucoup de personnes au village. J'ai notamment écouté les personnes âgées, les notables, les reines et surtout les rois. Une bonne partie de l'initiation de ces derniers consistait à m'enseigner l'histoire et les traditions du royaume. Je me réjouis d'avoir eu la possibilité d'établir que les faits historiques et événements que j'ai reçus auprès de ces sages étaient parce que j'ai eu la même occasion d'assister à des cérémonies. À mon avis, c'est cela le rôle de la chefferie. Et un qui n'est pas d'accord du tout, il s'appelle M. Pierre Djibril Koulibaly, il nous dit « Veut-on une vraie nation dans une république moderne ?» Il nous pose la question. Les chefs traditionnels ramènent tout fièrement à leur tradition et rejettent catégoriquement ce qui n'est pas d'eux, des freins à l'émergence. Il faudrait trouver comment les transformer en véritables supplétifs de l'administration républicaine. Pour l'instant, le chemin emprunté semble trop long et dangereux. Il nous parle des salaires. D'accord. Voilà. Tout le monde veut intervenir à la suite de Pierre Djibril Koulibaly. Moi, je voulais juste dire, c'est quoi une vraie nation? La reine Elisabeth, elle existe. C'est quoi le modèle d'une vraie nation? Chacun adapte le thème nation par rapport à sa culture, à ses réalités. Il faut en plus éclairer les gens qu'un chef du village, en réalité, c'est un homme politique. Parce que c'est pour ça qu'il dit que ce sont des chefs d'État. C'est un homme politique. Alors, si on veut trouver une chambre pour les chefs, là, est-ce que c'est sur le plan politique ou c'est sur le plan culturel? Là, le village devient un État. Voilà. Parce que là en ce moment, si c'est un homme politique, comme je le dis, si on doit réhabiliter,
tout village devient un État et on sera dans un État fédéral avec des gouverneurs. Vous nous amenez. C'est la réalité. Si on doit réhabiliter, c'est ce qui doit exister. Gabriel, vous êtes d'accord avec M. Djibril Coulibaly? Non. Il demande de faire un choix. Si on veut être dans un État moderne, arrêtons avec ces histoires de chefferie et avançons. Non, en arrêtant les histoires de chefferie, on perd notre identité. On peut faire une nation à l'image de toutes les nations du monde en étant nous-mêmes. Moi, je n'ai pas choisi d'être noir. Tout comme ma culture qui m'a vu naître, disons, je ne l'ai pas choisi. Donc, on peut vivre avec ce que nous sommes tout en bâtissant une nation forte. Je voudrais simplement conclure en disant qu'il faut que... C'est ça, je crois que c'est ça notre